Bienvenue dans la série de reportages Trajectoire, laquelle entend porter la parole d'universitaires et de professionnels investis dans des sujets sociétaux. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de Nathalie Dubost, professeure en sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises d'Orléans et auteure de nombreux travaux consacrés notamment à la personne en situation de handicap dans la société de consommation. Nous évoquerons ensemble la place de la personne en situation de handicap et les difficultés auxquelles celle-ci se trouve confrontée, en particulier dans le monde marchand, notamment les barrières visibles, physiques, matérielles comme l'aménagement des points de vente, les barrières invisibles, la maladresse, la gêne, le manque d'empathie parfois, de formation du personnel de vente. Et puis nous aborderons, dans le fil de l'influence américaine des Disabilities Studies, la pertinence d'une démarche participative. Car une recherche non plus sûre mais avec la personne en situation de handicap renforcerait sa position, améliorerait sa qualité de vie, son estime de soi et sa dignité. En la matière, le questionnement, les réflexions, l'éclairage précieux de Nathalie Dubost, nourri par sa trajectoire professionnelle et personnelle, permettront de contribuer à des prises de conscience. La définition de la personne en situation de handicap et son approche ont évolué au cours des époques. Parmi les textes existants en droit français, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées donne la définition suivante du handicap. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, en raison d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette définition est-elle exhaustive, sachant qu'il existe effectivement des déficiences diverses, motrices, sensorielles, cognitives, visibles ou invisibles? Comment définiriez-vous aujourd'hui la personne en situation de handicap dans la société de consommation? On associe très souvent le handicap au fauteuil roulant. Or, effectivement, le handicap, il a une multiplicité de visages et un chiffre, 80% du handicap est invisible. Donc cette définition, elle a pour moi le mérite de dire qu'il y a un spectre qui peut d'ailleurs être pluriel et il faut bien avoir conscience de cette situation. Après, ce qu'on peut peut-être entre guillemets reprocher à cette définition, c'est que finalement le handicap, il est centré sur la personne. Or, il y a eu beaucoup de travaux nord-américains, les Disability Studies. Il y a aussi le modèle de production du handicap de Fougerolas, qui est un chercheur canadien, qui nous ont dit, attention, le handicap, c'est pas uniquement la personne, c'est une interaction avec son environnement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle a un rôle à jouer, non seulement pour soulager la personne par des politiques d'aide, d'accompagnement, mais aussi elle a une responsabilité pour penser l'aménagement de l'environnement, l'accueil de ces personnes, pour finalement les aider à diminuer, on va dire, ces situations de handicap. Et vous voyez qu'en fait le glissement se fait en disant c'est pas la personne qui est handicapée, c'est la situation qui va aggraver ou à l'inverse alléger son handicap. Alors sachant que la personne gardera toujours effectivement des formes de déficience qui font que bon, ça paraît, on va dire, idyllique de dire on va pouvoir faire des sociétés adaptées à tout type de handicap. Là je crois que ça paraît, en tout cas c'est un chantier colossal, mais il me semble important de dire le handicap, c'est une interaction entre la personne et son environnement et ça ouvre le champ des possibles. Alors, d'un point de vue maintenant recherche académique, il y a un courant de littérature sur la vulnérabilité du consommateur qui a complètement adopté ce point de vue. Pourquoi? Parce que selon ces chercheurs, une personne est vulnérable, certes parce qu'elle a des caractéristiques personnelles qui font qu'elle va être en difficulté, mais la vulnérabilité dépend également de ce qu'elle vit au quotidien dans son environnement et dans ses interactions. Alors ceci dit,
si je fais un peu une autocritique sur mon champ de recherche, la grande majorité des travaux en marketing dépeint le consommateur, puisque là on rentre dans le champ de la consommation, dépeint le consommateur en situation de handicap comme une personne passive, très démunie, déficiente, et à qui en fait il va falloir proposer une offre adaptée, mais finalement la majorité de ces travaux ne s'interrogent pas sur la participation de cette personne, hormis le fait de lui poser des questions ou de l'observer. Mais quid de cette co-construction de l'offre, quid des dispositifs pour dire finalement je vais trouver des moyens de l'associer de façon beaucoup plus active à la co-construction d'une offre, sachant que derrière l'objectif ce n'est pas uniquement de proposer, et c'est déjà énorme, des produits qui conviennent à ces personnes, c'est aussi de lui redonner une place dans la société. C'est important pour ces personnes de se dire, je ne suis pas uniquement une personne à qui n'est pas beaucoup d'atouts, qui suis dans une société où finalement on considère qu'on doit trouver des solutions mais j'ai peu de choses à dire. Non, je suis aussi acteur et je peux apporter des choses et je vais du coup pouvoir y trouver du bien-être et un renforcement de mes capacités et finalement quitter ce qu'on appelle une impuissance apprise, c'est-à-dire l'internalisation de normes où la personne va être en situation de domination. La société a une responsabilité dans l'aide et l'accompagnement à la personne en situation de handicap. En la matière, il existe un corpus législatif, mais hélas insuffisant. La loi handicap du 11 février 2005 prévoyait l'obligation de mise en accessibilité dans différents lieux de la vie, collective, bâtiments, transports, dans un délai maximum de 10 ans, soit en 2015. Or, l'objectif n'est pas atteint. On constate encore une faible accessibilité des établissements recevant du public, les grandes surfaces, les hôtels, les cinémas, les théâtres, etc. Des portes, des marches, des étagères trop élevées. Par ailleurs, l'un des objectifs de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, augmenter le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, n'a pas encore eu les effets escomptés. Ce taux reste faible, encore loin du seuil légal fixé à 6%. Vous l'écrivez, certaines entreprises se sont heureusement lancées dans une démarche d'accompagnement. La société Ovidis a ainsi créé des vêtements adaptés aux personnes souffrant d'une perte d'autonomie pour faciliter leur habillage afin d'améliorer leur estime de soi. Une initiative à mettre en lien avec les évolutions récentes résultant de la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette loi a créé la société à mission et ainsi introduit dans le Code de commerce l'article L210 autorisant les sociétés commerciales à faire publiquement état de leur qualité de société à mission lorsque certaines exigences sont respectées. La société doit notamment définir dans les statuts une raison d'être, autrement dit les valeurs qu'elle entend poursuivre dans l'accomplissement de son objet social, par exemple les valeurs humanistes, respectueuses du lien social et du handicap. Et puis la même loi Pacte du 22 mai 2019 a également ajouté un alinéa 2 à l'article 1833 du Code civil, précisant que la société doit être gérée dans son intérêt social en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Avec ces deux dispositions, le choix pour une entreprise, donc une société, de s'orienter vers le label Société à mission et l'obligation pour les sociétés de considérer les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, eh bien la loi Pacte entend encourager la direction des entreprises à dépasser des fins exclusivement lucratives en les incitant précisément à une prise de conscience sociétale. Alors qu'en pensez-vous quel lien possible avec le handicap ? On ne peut que se féliciter effectivement du rôle du droit qui pour moi est vraiment on va dire le premier étage de la fusée. Une société qui veut pouvoir apporter des réponses aux personnes en situation de handicap, mais j'ai envie de dire les personnes fragiles, les personnes vulnérables, nous avons besoin du droit. Pour donner une place à ces personnes et puis concrétiser, on va dire, le besoin, la nécessité donc de pouvoir prendre en compte ces personnes et leur offrir une place digne en tant que citoyen. Après, en tant que gestionnaire, c'est vrai que
le droit ouvre des chantiers multiples et qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. Alors déjà, on peut se poser la question de l'effectivité des droits. Je prendrai un exemple, les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Je n'ai pas la maîtrise des textes, mais je suis convaincue que les textes permettent de mettre en place tous ces dispositifs. Le problème derrière, c'est comment trouver les personnes, comment les fidéliser. Pourquoi? Parce que ce sont des temps réduits, les personnes ne peuvent pas gagner leur vie uniquement sur ces fonctions. Et donc on voit bien que finalement le droit ouvre des possibles, mais que derrière, on va se confronter à des soucis d'organisation, des soucis financiers, des soucis matériels. Et c'est là où, à mon sens, les entreprises peuvent jouer un rôle. Alors, on va y venir maintenant, si tant est qu'elles l'intègrent. Vous avez parlé de la société à mission, etc. Mais je pense qu'il faut même aller plus loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense qu'il faut se poser des questions très concrètes, c'est-à-dire comment décliner sur le terrain la participation des personnes en situation de handicap. On sait bien que ce n'est pas toujours facile, comment s'adresser à ces personnes, comment les impliquer, comment recueillir leurs paroles sans être dans l'intrusion, sans être dans l'injonction. C'est tout un tas de questions, à mon avis, éthiques auxquelles il s'agit de répondre. En attendant, il y a une multitude de chantiers et c'est ça que je trouve très très stimulant parce que on voit bien qu'aujourd'hui, les sociétés, pour des raisons financières, s'intéressent au marché des différents produits et services pour les personnes en situation de handicap. Mais un des problèmes que l'on rencontre, c'est que la réponse est uniquement fonctionnelle. Je m'explique, vous avez une personne qui a du mal à s'habiller, vous avez parlé de la société Ovidis, on va penser scratch, gros boutons, voilà. La société Ovidis, elle s'est créée pourquoi? Ce sont des femmes qui sont des soignantes, qui s'occupent de leurs proches atteints de maladies et qui se sont dit mais on ne peut pas uniquement apporter cette réponse fonctionnelle. Dans le vêtement, il faut apporter de la joie, il faut apporter des couleurs, il faut apporter de l'estime de soi. Et ça, c'est aussi important, voire plus, que la réponse fonctionnelle qui va nous permettre chaque matin de gagner 10 minutes ou un quart d'heure. Donc c'est toutes ces démarches en fait, je crois que maintenant il faut essayer de mettre en place en disant oui, ces personnes en situation de handicap, elles ont des besoins, mais ne pensons pas à leur place. Trouvons des moyens pour les inclure au mieux dans les dispositifs, recueillir leurs paroles et proposer une offre qui sera à la fois co-construite et qui leur permettra, encore une fois, de trouver une place et on va dire, d'éprouver une forme de fierté, de dire voilà, j'ai pu participer à cette démarche. Je donnerai juste un exemple. Hein. On a un exemple de co-construction entre la société Seb qui a travaillé avec l'association APF France Handicap et le résultat c'est une gamme de produits pour la cuisine donc qui a été vraiment conçue sur un certain temps parce qu'on va y venir, hein, vous pouvez imaginer ça demande du temps et un ensemble d'ateliers a été mis en place pour observer les personnes, leur poser des questions, aller chez elles parce qu'on sait très bien que ce qui est valable en laboratoire n'est pas toujours valable quand on pousse la porte des maisons. Et donc cette gamme aujourd'hui est commercialisée, tout un chacun peut l'acheter, mais elle a vraiment été donc co-conçue avec des personnes concernées par divers types de handicap. Malgré les évolutions législatives, des modifications substantielles de l'aménagement de l'espace marchand et une réelle volonté, en particulier de la direction des entreprises, restent encore nécessaires. Et cela m'amène à ma troisième question. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette démarche participative que vous développez dans vos travaux et qui tend à accorder une vraie place à la personne en situation de handicap en la considérant comme une actrice à part entière et en l'associant par des débats, des échanges notamment, aux recherches actuellement en cours sur le handicap? Cette démarche participative s'appuie notamment sur la complémentarité du savoir académique du chercheur et du savoir expérientiel de la personne en situation de handicap, son vécu, son savoir-être et son savoir-faire. Cette démarche participative serait déterminante pour co-construire, développer avec cette personne un monde plus intégratif, plus juste et plus humain.
Alors qu'est-ce que cette démarche ou ce paradigme participatif et quels seraient ses défis en termes de faisabilité? Concernant les démarches participatives, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut savoir qu'en fait, derrière ce terme, il y a une multitude de courants qui vont différer par l'origine, les méthodologies, l'épistémologie. Donc, en fait, il n'y a pas une seule façon de faire des recherches participatives. C'est tout un ensemble de méthodologies, de cadres théoriques, etc. Le point commun, il y en a deux. La première chose, c'est que vous avez parlé de savoir expérientiel et de savoir académique, c'est vraiment fondamental. On questionne cette séparation qui, à mon sens, est très artificielle entre ce savoir académique en surplomb et le savoir d'une personne fragile qui tous les jours doit s'habiller, doit prendre le tram, doit s'adresser à des personnes et rencontre des multitudes de difficultés qui font qu'à la fin de la journée, elle peut ressentir énormément de fatigue et de découragement. Donc l'idée, c'est de dire, il y a un savoir qui est là et que moi, en tant que chercheur académique, je ne connais pas par définition, puisque je ne suis pas confrontée à ces situations. Donc ça, c'est la première chose. Écoutons les personnes, observons-les et donnons-leur de la place. Je peux citer d'ailleurs un ouvrage qui est un ouvrage phare de Heron et Reason, qui ont écrit un manuel de recherche action. Et j'illustrerai mon propos par une phrase. Donc ces deux chercheurs donnent un certain nombre de qualités qu'il faut avoir pour faire ces recherches. Et un des premiers conseils qu'ils donnent, c'est de dire « taisez-vous ». Laissez parler les gens. Et je trouve que c'est une leçon d'humilité formidable. Et puis le deuxième point commun à toutes ces recherches, qu'on regroupe sous le terme de recherche participative, c'est qu'il y a une dimension d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on crée des connaissances, très bien, mais derrière, on veut aussi permettre la diffusion d'un savoir, un apprentissage, permettre à tout un chacun, que ce soit les personnes directement concernées, les chercheurs académiques, mais la société dans son ensemble, de comprendre et d'accéder à ce savoir. Alors, ça veut dire que derrière, il faut trouver des supports, puisque ce n'est pas dans des colloques et dans des revues académiques qu'on va diffuser ce savoir. Il faut réfléchir à des moyens donc, qui permettent à tout un chacun de pouvoir accéder à ce savoir. Et j'ai envie de dire que votre initiative est absolument dans ce sens, tout à fait en phase avec la démarche participative. Et j'espère, mon souhait le plus grand, c'est que ce dialogue permettra à tout un chacun de réfléchir à la problématique du handicap. Alors, pour terminer, ces recherches, elles soulèvent énormément d'enjeux et de difficultés. Rapidement, pour les citer, c'est une recherche exigeante. Ce sont des recherches qui demandent du temps parce que vous pouvez bien comprendre que voilà, on ne s'adresse pas, il faut pouvoir rentrer en contact avec ces personnes, gagner leur confiance, trouver des moyens de discuter, d'échanger, donc tout ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Il faut se méfier des risques de ce qu'on appelle le tokenisme, c'est-à-dire de dire « oh bah oui, je fais participer des personnes » et puis quand on creuse, on se rend compte que la participation, elle est extrêmement limitée. Il faut faire attention à ne pas avoir des alibis en disant « oui, j'ai fait venir des personnes en situation de handicap », mais si on analyse, on va se rendre compte qu'on reproduit un schéma classique et on n'a pas vraiment impliqué la personne, on n'a pas vraiment souhaité savoir déjà, elle, comment elle se positionnait par rapport à tous ses travaux, etc. etc. Et puis la diffusion du savoir, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de choses de fait. Donc attention à ce risque de ce qu'on appelle le tokenisme. Et puis pour terminer, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que le risque aussi, c'est peut-être de tomber dans une espèce d'injonction, c'est-à-dire prenez-vous en main. Oui, vous êtes vulnérable, vous avez un handicap, mais maintenant vous êtes acteur de vous-même, vous êtes entrepreneur de votre vie et vous devez être capable finalement de trouver des solutions. Non,
C'est sûrement pas ça que l'on souhaite. On sait très bien qu'il y a des personnes pour qui ce sera impossible. Voilà, il y a des handicaps lourds et il faut le dire clairement, ce sera impossible de pouvoir impliquer ces personnes. Donc il faut être, on va dire, lucide, respectueux, extrêmement humble et puis encore une fois se dire que ces démarches participatives, elles ne sont pas là pour obliger, elles sont juste là pour ouvrir le champ des possibles et on l'espère aboutir à une société beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus tolérante. Un grand travail reste encore à accomplir pour reconnaître la personne en situation de handicap comme un sujet de droit à part entière et lui permettre d'exercer pleinement sa citoyenneté dans la société. Sans doute convient-il de transformer les représentations sociales pour faire avancer les consciences. Et assurément, grâce notamment à cet entretien, les chercheurs en marketing, en gestion, les chercheurs en droit et en définitive chaque citoyen peuvent contribuer à ce changement de paradigme. Merci Nathalie Dubost.